Je voudrais bien faire écrivain ou détective. J'ai déjà écrit Le Roi Soleil et Trop tout le monde. Le Roi Soleil, c'est plutôt pour les petits. Et puis, Trop du monde, c'est pas fini. Ce sont des enfants qui veulent faire le tour du monde. Quand j'étais petite, je voulais être détective. Vous l'avez vu, c'était dans 1000 enfants vers l'an 2000. Je crois qu'on est en 97. C'est pas un désir qui est venu de nulle part. Il est venu d'un livre. C'est pas l'exemplaire que j'avais quand j'étais petite. Mon père me l'a retrouvé dans un vide-grenier, mais le mien est peut-être quelque part, ou peut-être qu'il a été perdu, je ne sais pas encore. C'est ça, c'est le petit manuel de l'agent secret. Super livre d'enfance. On est dans le format des manuels des Castors Junior. Ça aussi, je pourrais en parler pendant des heures, j'en ai eu plein. Toujours récupéré en vide-grenier. C'est du Hachette. Alors, visiblement, Travis, Inley, Thompson, Amory, Rawson, Harper. Pour les auteurs américains, adaptation d'Antoine Icard, illustration de plein de gens. Et on est chez Hachette pour mon volume en 79. C'est le volume de 79. Moi, je lisais ça dans les années 90, au début des années 90. Assez vite, je sais pas quand je l'ai eu, je sais pas d'où il vient. Il a été acheté comme ça par mes parents, une fois un peu au hasard. Et c'était top, parce que le petit manuel de l'agent secret, imprimé en Belgique, ça expliquait comment être détective. À partir donc de romans. Alors c'est évidemment pour les enfants, mais ça n'est presque jamais dit pour les enfants. On a un super sommaire, clac là on le voit, est-ce qu'il est bien net? Normalement ouais. Comment passer un message secret, le système des boîtes aux lettres, les codes des messages secrets, précautions en série, les messages invisibles, les codes visuels, etc. On en a plein. Des langages, des codes, l'art des signaux, comment se planquer, comment faire des filatures, et le tout est illustré avec comme ça des petites séries de vignettes. Bon, c'est pas pour les illustrations, elles sont pas fantastiques, elles sont surtout, illustratives, elles fonctionnent pas trop mal. Mais ce livre, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Parce que, alors ça m'a pas amené à filer les gens dans la rue, peut-être que Sophika l'a lu, je ne sais pas. Ça permettait de laisser un message codé, voilà, ici en pliant des feuilles, d'une certaine façon, en posant des repères. C'est quand même joli hein, comme illustration malgré tout, d'avoir plein de codes à partir de cartes, de journaux, des codes comme cela. J'adorais ça les codes quand j'étais petite. J'ai inventé mes propres systèmes de codes, j'ai essayé de m'inventer une langue aussi à un moment. Ça c'était pour d'autres raisons. Peut-être que j'en parlerai une autre fois. Je voulais créer une nouvelle langue pour essayer de créer des choses nouvelles. Ça me paraissait très logique et je voyais pas comment faire autrement. Mais c'était pour imaginer donc comment on se cache, comment on se transforme, comment on chiffre, est-ce qu'on est suivi, comment le savoir. Alors ça c'est vraiment des choses que j'ai réutilisées plus tard quand en tant que jeune femme j'ai parcouru les rues. Comment avoir des encres invisibles maison, à partir d'une pomme, à partir de citron, comment avoir des codes comme ceci. Ça me servait beaucoup pour ce jeu de cartes auquel on jouait à 4 quand j'étais en primaire et au collège, qu'on appelait le Cums. Comment passer par des journaux, quel plan d'urgence mettre en place. C'était extrêmement riche pour l'imaginaire, comment planquer des choses dans des allumettes, comment fabriquer un double fond, ça on le voit ici. C'est fou. Et j'étais vraiment hyper contente que mon père le retrouve parce que, je sais pas pourquoi, j'y ai pensé il y a quelques mois. On s'est rendu compte qu'il n'était pas donné, et puis comment donc démasquer un autre agent secret. Ennemi, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est un bouquin comme ça? Bon, je vais pas forcément en faire un élément, une présentation ultra détaillée, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est de réfléchir à la fabrique de l'imaginaire qu'amène un tel livre quand on est enfant. Alors,
Alors, concrètement, mon grand malheur, c'est que je n'avais rien à transmettre, que je connaissais pas d'autres agents secrets, que je n'avais pas de mission. Mais en fait, c'est jamais la chose qui compte. Ce qui compte là, ce sont uniquement les moyens et les méthodes, et il est évident que c'est un livre qui ne sert qu'à développer l'imaginaire, et ça développe un certain type de pensée. Les codes, les signaux secrets, apprendre à décrypter. On a des passages pour comprendre les traces de pas, ou pour changer soi-même de démarche. Changer de démarche. On est dans la performance, hein, finalement. C'est pas un livre qui est très genré. Ça, c'est... donc je me sentais absolument pas... voilà. Avec des petits morceaux d'intrigue, des choses... Alors, voilà, les traces de pas, à partir des chaussures, des choses comme ça. Et alors, dans ma tête, c'était un peu détective. Je comprenais pas trop la différence entre agent secret et détective, puisque je voyais la partie filature planquée du détective à partir des films noirs que j'avais pu voir à la même période, hein, grâce à mes parents. Qu'est-ce que ça amène donc, un tel bouquin? Je crois vraiment que ce livre, et d'autres, hein, et beaucoup d'autres choses, mais que c'est ce qui explique pourquoi j'ai voulu être détective ou écrire des romans policiers, comme je le dis dans cette vidéo de la même période. Et qui fait qu'aujourd'hui, je travaille à être chercheuse en littérature. C'est en fait un peu la même chose. Parce que le principe, c'est l'enquête, et derrière l'enquête, ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle, avec Umberto Eco et d'autres, hein, l'abduction. Dans son livre sur le paradigme indiciaire, traces, fragments, je sais plus quoi, Carlo Ginzburg, l'historien qui est toujours vivant, et c'est très heureux, parle lui aussi de ce mécanisme d'abduction, montre comment, en fait, l'attention aux détails permettra de retrouver une piste pour un chasseur-cueilleur, d'identifier un tableau pour un historien de l'art ou de résoudre une enquête pour Sherlock Holmes. Et c'est la même mécanique, en fait, qu'il y a dans ce qui me faisait fantasmer quand j'étais petite et dans ce que je fais aujourd'hui. Et ce dont j'ai envie de parler à partir du petit manuel de l'agent secret, c'est de ce qui fonde quelque chose comme la recherche littéraire, mais qui, dans le même temps, s'en différencie. Je vais aller assez vite, c'est les vacances. Mais il y a un truc autour de l'abduction, c'est-à-dire qu'on va voir les traces, on va voir les indices laissés par quelqu'un, mais le chercheur littéraire, ou la chercheuse littéraire, à la différence des détectives, n'a pas à se poser la question d'un crime, on n'est pas dans des enjeux aussi funestes, ce qui est heureux. En fait, la question pour le chercheur ou la chercheuse littéraire, c'est déjà de savoir s'il y a ou non un crime. Et ça sera de supposer un crime et d'ensuite vérifier cette hypothèse. Et ça veut dire que derrière l'enquête, il y a un mécanisme de pensée qui est quand même très particulier, qui ne se retrouve pas du tout seulement dans les romans policiers, mais que les romans policiers, entre autres, permettent d'apprendre à mettre en place, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lit, à quoi on fait attention, à quoi on est sensible quand on lit. C'est quoi un détail en littérature et à quel moment un détail fait signe? On sait que pour Barthes, c'est le détail sans intérêt, le détail sans fonction qui fait l'effet de réel. C'est son article sur l'effet de réel, tout petit article. Et l'exemple qu'il prend, c'est le baromètre, je crois que c'est dans Madame Bovary, enfin un baromètre chez Flaubert. Donc la description du baromètre, rappel, va avoir comme conséquence cet effet de réel en donnant l'impression d'y être parce que c'est un détail qui en soi ne sert à rien, auquel on peut prêter une signification. Mais qui en soi n'est pas comme ce qu'on appelle un film de Tchekhov, il n'y aura pas un moment où le personnage va se lever et fracasser le baromètre contre un mur ou contre une tête. C'est pas à ça que se sert le baromètre. Et la question est même de savoir si le baromètre sert à quelque chose ou s'il est là comme ça. Alors la littérature à ce niveau-là, elle a un handicap par rapport au cinéma, c'est que le fait de décrire quelque chose, le fait de signaler une présence ou autre chose, peut déjà éveiller un soupçon d'un lecteur ou d'une lectrice aguerrie. Alors que si vous êtes au cinéma, en photographie, etc., le fait qu'il y ait telle ou telle chose à l'arrière-plan sera moins vu. Mais la chose est quand même très relative, dans la mesure où on sait que, par exemple, Hitchcock ou Kubrick sont des maniaques du détail, donc on cherche les détails. Hein.
Donc là, ce que je signale est quand même à nuancer. Mais en tout cas, il y a cet état d'esprit d'enquêteur qui se met en place dans la recherche littéraire, alors même que l'on ne sait pas s'il y a enquête à mener. C'est-à-dire s'il y a un objet de cette enquête. La première enquête littéraire, c'est pour savoir, en quelque sorte, s'il y a bien un crime. Et quelque chose à signaler. Et donc c'est le détail qui va réveiller le petit détective, c'est-à-dire le petit enfant enfoui dans la peau coriace du chercheur, pour le mener sur une piste. Et c'est absolument formidable parce que ce que m'a permis un livre comme celui-ci, donc le petit manuel de l'agent secret de chez Hachette de 79, c'est l'attention aux détails et la possibilité de duper à partir des détails. Moi j'aimais bien me déguiser. J'ai même une fois réussi à avoir ma mère en me déguisant, et puis en sonnant à la porte, j'étais sortie par l'extérieur, tac tac. Elle se demandait un peu qui j'étais avec des châles, des jupes en plus, etc. Mais ce que montre ce fantasme pour enfants, mais qui est pris très au sérieux, le seul moment qui sort un peu de la fiction de l'agent secret, c'est un moment où il expliquait comment se vieillir pour une fête. Une seule double page. Voilà. Tout le reste part du principe qu'on est un vrai agent secret. Ça, c'est génial. Prendre les enfants au sérieux, c'est super. Et c'est comme ça qu'on fait de la bonne littérature. De toute façon, c'est quand on prend les gens au sérieux. Même si c'est pour rigoler. Alors là, qu'apprend un livre pareil, c'est à observer et à imaginer des intrigues. Et donc moi, rêveuse contemplative et hallucinée que j'étais, je regardais les gens. Alors j'allais jusqu'à prendre des plaques d'immatriculation des voitures que je croisais. Je pensais que la police allait me voir comme un témoin clé pour n'importe quel crime. Là, on était dans le délire. Et le travail de la mémoire. Mais il y a en fait ce truc qui est d'apprendre à regarder son environnement et de se demander si celui-ci est bien ce qu'il est. Et c'est là qu'on voit comment le roman policier rejoint quand même pas mal le fantastique. Et ce que proposait le petit manuel de l'agent secret, c'était de passer du livre à la vie. C'était de proposer un ensemble d'intrigues et de canevas, et puis on reconnaît plein d'intrigues de films ou de romans policiers. D'ailleurs, je crois qu'il y a bien une... Voilà, l'ouverture, c'est sur le roman d'espionnage, de contre-espionnage, le cinéma, la télévision, la bande dessinée. Ouais, c'est 117, James Bond, etc. En bonne compagnie, apprêtez-vous à vivre de passionnantes péripéties enrobées de mystères. On passe, comme ça, du film à la vie. Et c'est exactement ce que je crois avoir fait dans ce désir passé d'être détective ou d'écrire des romans policiers et de devenir maintenant quelque chose comme une chercheuse littéraire, une proto-chercheuse, une jeune chercheuse littéraire qui finit sa formation et sa thèse. Il y a quelque chose comme ça qui se signale, qui se fait du côté de l'enquête. Et je crois vraiment que ce livre a permis le passage de l'un à l'autre. Avec des moments de surinterprétation dans ma formation, évidemment, mais ça, je crois qu'on n'a pas besoin de lire ce genre de livre pour y arriver. Et d'apprendre comme ça à interpréter et à se dire ça c'est un signe, ça ne l'est pas. Là, on a une duperie du narrateur, etc. Et donc, on voit comme ça ce glissement du film à la vie, de la vie à l'analyse littéraire, enfin du livre à la vie et de la vie à l'analyse du livre. C'est quand même chouette. Et c'est un pivot, comme ça, intellectuel, fantasmatique, qui a été assez extraordinaire. Alors, peu d'adaptation réelle, concrètement je le lisais sans en faire grand-chose. Je m'imaginais me maquiller ou me déguiser comme il le proposait, mais je ne le faisais pas de cette façon-là, mais ce n'est pas la chose qui compte d'avoir été ou de ne pas avoir été détective. Ce qui me paraît quand même bien plus parlant, c'est ce fantasme de l'enfance pour cela. Et là, c'est vrai que je me souviens des rêves que je faisais en lisant ce livre. C'est hyper complet. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui permet, un effet métaleptique, un effet de métalepse, de transformer un regard sur le réel. Alors voilà, il faut se faire un peu enquêteur. Et ce qui est bien, peut-être le plus important, c'est que ces enquêtes, présentées comme assez sérieuses et en prenant au sérieux le lecteur, sont quand même aussi des jeux. Alors
alors des jeux dont les solutions peuvent être à la fin, des entraînements, hein, présentés, ou plutôt des jeux présentés comme des entraînements pour les enfants, hein, si jamais ils deviennent plus tard agents secrets, et avec, comme ça, comme un élargissement du réel. Ça, c'est super, par exemple. Les différents types de cachettes. Tous les endroits où on peut cacher quelque chose, dans les chaussures, derrière la cravate, dans les bottes, dans un badge, dans un parapluie, dans un... etc. Voilà, et on ouvre, en fait, de nouvelles possibilités. On élargit l'univers connu pour montrer comment celui-ci peut être instable. Et ça, c'est vraiment un regard qui se met en place, un regard et une envie d'être et de faire à son tour. C'est choupi. Je vous dis à bientôt.